Bonjour à tous et à toutes. Je pense que l'on va bientôt commencer. On va attendre encore quelques secondes pour les éventuels retardataires ou les personnes qui se connectent toujours au moment même. Fait que on va bientôt commencer. Vous pouvez vous préparer à prendre vos notes ou votre petit thé au café. Nous sommes présentement 31 personnes et je pense que l'on va pouvoir commencer, puis peut-être qu'il y aura quelques retardataires. Donc pour commencer, je me présente, enchantée, je suis Noémie Denis, agente des communications et des relations publiques auprès de la Fédération des milieux documentaires. Et pour cette formation que Catherine Outekier va vous présenter sur la cartographie cognitive ou conceptuelle, la découvrir, c'est l'adopter. Fait que vous allez passer 1 heure avec Catherine Outekier, agente de planification, de programmation et de recherche au Centre de recherche interdisciplinaire et en réadaptation, à l'Institut Nazareth et Louis Braille à Longueuil. Avant de lui laisser la parole, quelques petits points techniques sur Zoom, même si je pense que maintenant, de nombreuses personnes, voire la plupart, on est contraint à être habitué à travailler avec ce logiciel fréquemment. Je vais vous demander de bien laisser couper votre micro éteint durant tout le long de la formation pour éviter toute réverbération, toute nuisance sonore. C'est par exemple votre chat ou votre chien ou même vos enfants qui viennent pour laisser la parole à Catherine. Puis pour la période de questions-réponses, cela va se passer à la fin. À ce moment-là, vous pourrez éventuellement prendre la parole. Il y a avec nous Bénédicte Noche du comité de la FMD3S, enfin pour la formation, qui va modérer la zone de clavardage. Et vous pouvez totalement écrire vos questions pendant la formation ou à la fin ou pendant le temps de questions-réponses pour pouvoir avoir plus d'informations sur toutes les informations que vous désirez sur la formation et sur son contenu. Et enfin, cette formation est enregistrée et elle sera également disponible sur la page YouTube de la FMD3S. Je pense que Dalal ou une personne de la FMD3S vous transmettra le lien URL disponible. Et que je vais laisser la parole maintenant à Catherine et puis je vous souhaite à tous une belle formation. Alors, bonjour. Merci de m'accueillir. Donc, je vais partager mon écran de façon à pouvoir vous montrer la présentation. Donc, je remercie la FMD 3S de m'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Et je dis un merci tout particulier à Bénédicte Noche, qui a été ma personne contact depuis le printemps, mon accompagnatrice. Donc, merci beaucoup, Bénédicte. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous qui acceptez de passer cette heure de dîner en ma compagnie, mais surtout en compagnie de la cartographie cognitive ou conceptuelle. Ça fait maintenant 15 ans que j'utilise la cartographie, autant dans ma vie professionnelle à l'Institut et auparavant à l'Agence de santé et services sociaux, que dans ma vie de travailleuse autonome ou encore d'étudiante ou même dans ma vie personnelle. Alors, je suis vraiment persuadée de l'utilité et de l'efficience de ces méthodes-là, autant pour la personne qui construit une carte que pour les personnes qui sont appelées à l'utiliser et en prendre connaissance. Alors, mon souhait aujourd'hui, c'est un petit peu de partager cette passion. Alors, je souhaite que tout fonctionne bien au niveau de la technologie. Comme je vais devoir naviguer dans différents écrans, je vous demande à l'avance votre indulgence, même si Bénédicte et moi avons fait les tests la semaine dernière. Alors, concernant le plan de la présentation, une petite carte
cognitive pour vous indiquer que ce qu'on couvrirait aujourd'hui, c'est d'abord de quoi il s'agit, puis les applications qui sont possibles en matière de cartographie, quelques exemples concrets, les avantages que la méthode présente, les principes et les règles de base, j'en suis là parce qu'on lit dans le sens horaire, les logiciels, en tout cas un aperçu des logiciels existants pour ce faire, une démonstration et des ressources pour en savoir plus. Alors, lorsqu'on parle de cartographie cognitive ou conceptuelle, en fait, les deux termes existent, mais l'Office québécois de la langue française a décidé dans son grand dictionnaire terminologique de ne retenir qu'un seul de ces concepts, soit la cartographie conceptuelle, qu'on traduit en anglais par concept mapping ou mind mapping. Alors, pour l'Office, c'est une représentation de concepts au moyen d'un logiciel spécialisé sous la forme d'une carte qui illustre graphiquement des liens entre les idées de manière à faciliter la visualisation de l'ensemble. Donc, les mots-clés sont vraiment en gras. Cela dit, que ce soit dans les présentations, dans les articles, dans les livres qui en parlent ou chez les blogueurs qui en parlent aussi, il va y avoir des variantes terminologiques. On va trouver donc cartographie cognitive, mais aussi cartographie heuristique, cartographie mentale ou pensée irradiante. Donc, il y a vraiment une convergence de la méthode, mais avec quelques nuances. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on va couvrir, c'est cartographie cognitive et conceptuelle. Une autre façon de présenter la carte conceptuelle, c'est une méthode utilisée par un conseiller pédagogique de l'Université de Montréal qui s'appelle André Laflamme et qui enseigne la cartographie conceptuelle aux futurs professeurs et chargés de cours à l'Université de Montréal. Et il a construit cette petite carte pour illustrer de quoi il s'agit. Donc, voyez-vous, on retrouve la définition de l'Office québécois. Donc, la carte est composée de concepts, de liens et de ressources. Ça vous permet de voir une différence entre une carte cognitive très, très simple, il va de soi, mais aussi une carte conceptuelle. Donc, quelle est la différence? La différence, on la situe au niveau du sujet. Alors, dans le cas de la cartographie cognitive, le sujet est souvent au centre et les branches vont graviter autour du sujet et se lire dans le sens horaire. Et c'est lors de la navigation que l'on va soi-même, en tant que lecteur de la carte, décodeur de la carte, établir des associations entre les différents sujets. Donc, ça nous donne une vue d'ensemble. Dans le cas de la cartographie conceptuelle, souvent, le sujet va être au sommet et ça va être une espèce de question que l'on se pose et les concepts qui vont être reliés le sont par des mots de liaison qui vont créer une certaine hiérarchie. On va voir ça tout à l'heure, le concept de mots de liaison. Et la navigation, elle, va se faire au gré des concepts et de leurs liens, au lieu de se faire dans le sens horaire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va avoir des exemples concrets. Les origines de cette méthode se situent bien loin. Certains remontent au début de notre ère avec l'arbre de Porphyre, qui est une illustration graphique. Donc, je vais tester le lien. Bénédicte, on voit bien. Merci pour ton nom verbal. Donc, c'est une des premières cartes cognitives, en quelque sorte. C'était une représentation du genre et de l'espèce sous forme graphique jusqu'à arriver à la plus petite unité. Donc, ici, plus près de nous, dans les années 1940, Edgar Dale, professeur et chercheur en éducation, s'est intéressé au processus d'apprentissage. Et un peu plus loin, je vais vous proposer sa théorie sur ce que l'on retient de ce que l'on apprend. Dans les années 60, Roger Sperry, qui était neuropsychologue et neurophysiologiste, lui s'est intéressé au travail de deux hémisphères cérébraux. On va voir ça également. Et dans les années 70, les gens qui ont vraiment fait démarrer le mouvement de la cartographie cognitive et conceptuelle, c'est Tony Buzan, psychologue britannique, qui s'est intéressé beaucoup
à l'établissement de cartes cognitives pour favoriser l'apprentissage et la mémorisation, et il a appliqué cette méthode à lui-même, tandis que Joseph Novak, éducateur et chercheur, a été un des fondateurs de l'Institute for Human and Machine Cognition, qui a mis sur pied le logiciel CIMATool dont on va parler tout à l'heure. Donc, les hémisphères cérébraux. Alors, d'emblée, je vais vous dire que comme je n'ai pas trouvé d'image des hémisphères cérébraux qui soit libre de droit, j'ai photographié un cerneau de noix de Grenoble pour nous donner une idée, une métaphore. Donc, la science induit maintenant certaines nuances dans la distinction des hémisphères. Cependant, il y a des principes qui restent vrais. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise notre hémisphère gauche, on favorise tout ce qui relève de la précision, du détail, de la conscience temporelle, de la mémoire auditive, tout ce qui fait référence à la logique, aux mots, au nombre, à une représentation linéaire et séquentielle qui fait appel à notre rationalité, donc à notre capacité d'analyse. De son côté, l'hémisphère droit, lui, nous invite à une vue plus globale, plus synthétique, une conscience plus spatiale que temporelle, une mémoire visuelle, fait appel à notre créativité. Donc, dans ce cadre-là, va favoriser l'utilisation des formes, des images, des couleurs et va nous inviter à faire référence à nos connaissances tacites, à faire appel à notre intuition et à nos émotions. L'avantage de la cartographie cognitive ou conceptuelle, c'est qu'elle va intégrer tous ces éléments. Donc, elle va favoriser à la fois une représentation textuelle et une représentation visuelle de l'information ou des connaissances et nous permettre de faire un meilleur usage de nos deux hémisphères simultanément. Alors, on parlait tout à l'heure de Roger Sperry, qui a fait ressortir le mode de fonctionnement du cerveau, et une auteure, Myriam Auger, qui a écrit Un cerveau droit au pays des cerveaux gauches en 2018, en parle de cette façon-ci. Elle dit, dans le monde professionnel notamment, les gens qui utilisent en prédominance le côté gauche vont être analytiques, empiriques. Et ces personnes décomposent, analysent les problèmes pour les résoudre. Elles ont un raisonnement séquentiel, suivent un plan précis, s'attachent aux détails, avec un petit risque de perdre de vue l'ensemble du sujet. Tandis que les gens qui ont une prédominance du côté droit vont souvent avoir des goûts assez éclectiques, des passions qui évoluent. Et elle résume en disant que ce sont souvent des gens qui vont avoir le goût de donner un coup de pied dans la fourmilière. Donc, on a ces deux volets-là qu'on peut exploiter avec la cartographie. On faisait référence tout à l'heure à Edgar Dale, donc Edgar Dale qui s'est intéressé au processus d'apprentissage et selon lui, dans son cône d'apprentissage, après 2 semaines d'exposition à une connaissance, on retiendrait environ 10% de ce que l'on a lu, 20% de ce qu'on a entendu, 30% de ce que l'on a vu, jusqu'à 50% de ce que l'on a vu et entendu en même temps, 70% de ce qu'on reformule et 90% de ce qu'on expérimente. Pourquoi j'ai mis en exergue le 70%? C'est parce que quand on réalise une carte, on va être souvent appelé à reformuler ce à quoi on a été exposé ou ce qu'on veut communiquer aux autres. Donc, il y a de fortes chances qu'on en retienne jusqu'à 70%. Les applications possibles, il y en a de très nombreuses, autant dans le monde professionnel que dans le monde personnel. J'en cite quelques-unes, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Pensons à un remue-ménage. Alors, un logiciel comme celui que je vais vous présenter tout à l'heure va vous permettre de jeter des idées en groupe, puis ensuite de les organiser et d'établir des liens entre elles. Pensons également à
la création d'une vision d'équipe, c'est-à-dire que sous la même forme qu'un remue-ménage, on peut fédérer la pensée d'une équipe pour créer une vision commune. Évidemment, on peut gérer un projet de la même façon qu'on peut réaliser une analyse force-faiblesse, opportunité-menace. Alors, on comprend qu'à ce moment-là, on aura 4 branches et que ces branches-là seront détaillées au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle aussi l'analyse SWOT. On peut préparer des réunions, mais ça peut être aussi un outil d'animation comme de suivi parce qu'on peut inclure les suivis dans une carte. On peut évidemment se placer en mode résolution de problèmes. On peut planifier une activité depuis les premiers balbutiements jusqu'au bilan de cette activité-là. On peut l'utiliser dans le cadre de la veille informationnelle. Je vais vous montrer un exemple concret. On peut même, si on commence à réfléchir à l'élaboration d'un thésaurus, commencer à y penser avec le domaine et les différentes branches pour exploiter les différents volets. On peut également planifier un site web, sa structure, son contenu, organiser des ressources, par exemple des ressources documentaires, prendre des notes sur toutes sortes de choses. Et je vous dirais que l'avantage, c'est que quand on prend des notes sous cette forme-là, passer la période d'accoutumance où on est un petit peu décontenancé, ça nous rend beaucoup plus attentifs au contenu parce qu'on va noter des mots-clés au lieu d'essayer de noter des phrases dans un texte continu. On peut aussi préparer une affiche, un article, un rapport. Moi, dans le cadre de mon travail, je suis amenée à soutenir la rédaction d'articles par des chercheurs. Et quand on commence la rédaction d'un article, ben, je vais faire une carte pour nous situer un peu où on se trouve, dans quelle périodique on est susceptible de publier, quelles sont les attentes de l'éditeur, quels sont les sujets qu'on va couvrir, qui va écrire quoi, etc. On peut aussi penser qu'on va résumer un livre, une formation, un congrès, et de la même façon qu'on peut résumer quelque chose, une chose à laquelle on a été exposé, on peut soi-même se préparer à donner une conférence ou une formation. Je vous dirais que le gros avantage ici, c'est que quand on prépare une conférence ou une formation, notre tendance naturelle, c'est de nous cantonner dans ce qu'on connaît le plus et d'y aller à fond dans cette direction en négligeant peut-être même de manière inconsciente ce avec quoi on est le moins confortable. Quand on fait une préparation de cette nature avec une carte, on voit tout de suite l'équilibre entre les différentes branches et ça nous aide à exploiter les différents volets d'un sujet. De la même façon, lorsqu'on va donner la conférence ou la formation, ça va nous aider dans la gestion du temps. On peut aussi penser à présenter un service, par exemple, votre bibliothèque ou votre centre de documentation. Dans la vie personnelle, les applications sont infinies, mais j'en cite quelques-unes. Formuler des objectifs, par exemple. Moi, je fais ça avec 2 de mes amis depuis 10 ans. Chaque année, au début de l'année, on fait le bilan de nos objectifs de l'année précédente et on établit ceux de l'année en cours. Prendre des décisions, planifier des vacances ou un voyage et même faire un bilan de santé. Moi, je fais un bilan de santé que je présente à mon médecin et le médecin est toujours surpris d'avoir un résumé sous forme d'une carte. Voilà, petite tranche de vie. Alors, quelques exemples concrets. Donc, ici, c'est un outil qu'on a utilisé dans le cadre de la 34e rencontre de la communauté de pratique de veille en santé et services sociaux qui s'est tenue début 2019. Ce qu'on souhaitait, c'était animer un remue-ménage pour arriver à trouver un slogan pour notre communauté. Donc, on a distribué ce feuillet avec la carte comme une feuille de route pour les membres de la communauté qui rappelait les règles à respecter, ce qu'était un slogan, ce que devait faire un slogan, puis quelques références. En fait, l'avantage d'avoir ça sous les yeux, c'est qu'au fur et à mesure que le remue-ménage se passait, quelqu'un qui avait des idées pouvait tout de suite vérifier si le slogan qui lui venait en tête répondait aux éléments qui étaient consignés dans la carte. Donc, c'est un des exemples qui peut être utilisé. En matière de veille, je vous avais dit que j'aborderais ça. À l'Institut Nazareth et Louis Braille, on mène un projet qui s'appelle VTENS,
qui est de la veille technologique pour la clientèle ayant une double déficience sensorielle, c'est-à-dire des personnes qui ont à la fois une déficience visuelle et une déficience auditive. Dans ce cadre-là, parce que la veille technologique est un peu moins courante que la veille informationnelle, on a ressenti le besoin d'explorer les différents types de sources qu'on serait appelé à utiliser et à formaliser leur mode d'exploitation. Donc, ici, vous avez un aperçu de ce qu'on envisageait et de ce qu'on envisage toujours. Et ça a un double avantage. C'est qu'on a créé un comité de pilotage de ce projet de veille qui est géré par une de mes collègues. Et le comité de pilotage dispose d'une charte de projet dans laquelle tous les éléments sont consignés, dont cette carte. Parce que les membres du comité de pilotage, qui sont des chercheurs ou des cliniciens, ne sont pas nécessairement familiers avec notre vocabulaire de veille, avec notre façon de faire en veille. Donc là, ça a l'avantage de vulgariser l'approche des sources. L'autre avantage, c'est que quand est venu le temps d'identifier des sources de veille dans un agrégateur comme InnoReader, ben là aussi, ça constitue une feuille de route parce que même si ça n'identifie pas exactement les sources, on sait un peu dans quel type on doit aller forer et ça nous permet de préserver un certain équilibre dans l'exploitation de ces sources-là. Un autre exemple, je parlais tout à l'heure de résumer un livre. En fait, j'ai pris un exemple assez récent. Sylvie Jutras, qui est professeure à l'UQAM, a écrit un ouvrage passionnant qui s'appelle « Mon compagnon de rédaction scientifique ». Son ouvrage est tellement bien fait, tellement bien écrit, tellement plein d'enseignements que j'ai ressenti le besoin de le synthétiser parce qu'on a besoin de ces connaissances-là dans le cadre du travail à l'Institut Nazareth et Louis Braille. Donc, j'ai fait en fait une carte par chapitre parce que chacun des chapitres était très dense. Et peut-être voyez-vous ici dans ce test d'optométrie et cette carte à l'écran qu'il y a une petite icône ici qui signifie que cette carte en fait est la carte fille d'une carte mère qui est le portail qui vous donne l'accès aux différents chapitres. Donc, je ne passerai pas la carte en détail, mais simplement pour vous dire que moi, ça me permet de retenir pour des étapes qu'on a à franchir avec les gens qu'on accompagne dans la rédaction scientifique, vraiment les éléments à prendre en compte. Un autre exemple, quand on parlait de résumer une conférence, c'est une conférence qui s'est tenue au Centre de recherche de l'hôpital Charlemagne en 2017. Et là, la personne traitait des médias sociaux en tant que stratégie de transfert des connaissances en santé. Et nous, comme nous étions en train d'instaurer nos propres médias sociaux au service de la recherche et de l'innovation, j'ai trouvé intéressant de prendre en note ce qu'elle nous livrait comme information et également ensuite de pouvoir partager ça avec les membres de l'équipe qui n'avaient pas pu assister à la conférence. Donc, voici quelques petits exemples concrets. On en verra tout à l'heure d'autres dans une galerie de cartes. En fait, deux exemples d'applications web qui utilisent d'une façon ou d'une autre la cartographie cognitive. Donc, VisuWords est un dictionnaire graphique. J'ai fait le test avec le mot thésaurus. Donc, quand on déclenche dans ce dictionnaire visuel la recherche d'un concept, ben lui va nous amener tous les concepts afférents et nous permettre de les explorer. Une autre application, c'est Live Plasma, qui est dans un tout autre domaine. On parle du domaine artistique. Donc ici, si je veux explorer un peu l'univers d'un artiste, là j'ai pris Beth Ditto, je vais rentrer le nom de la personne et ce que je vais voir, c'est son univers d'influence, autant les gens qui ont influé sur son art que les personnes qu'elle influence à son tour.
Donc, je vous invite peut-être après la formation, étant donné que tous les hyperliens seront présents dans la présentation, de tester vous-même avec des gens que vous aimez bien pour voir si vous êtes d'accord ou pas avec la proposition. Il y en a d'autres évidemment, mais je vous montre ces deux-là. Maintenant, j'aborde les principes et les règles de base pour les deux formes de cartographie. Si on est en cartographie cognitive, on va utiliser un format paysage, une idée centrale, des branches pour formaliser les idées secondaires. Puis, je le dis, mais les logiciels gèrent ça tout seuls. Mais dans le cas où vous voudriez réaliser une carte à la main, chose qui est très faisable, la branche doit avoir une longueur équivalente à la longueur des mots qu'elle supporte. De cette façon-là, le cerveau ne va pas observer des vides et la discrimination visuelle sera bonne. Et de préférence, on va inclure des mots-clés plutôt que des phrases. Le développement va se faire traditionnellement en sens horaire, bien que on sache que certains logiciels nous proposent de faire différentes formes de cartes qui vont toutes être à droite ou bien plus en mode organigramme. Et au fur et à mesure qu'on va aller dans le détail, on va inclure des branches de ramification pour préciser les idées. Et le logiciel va faire ça tout seul encore une fois, mais au fur et à mesure qu'on va aller dans le détail, il va y avoir une diminution progressive de la taille de police de caractères. Et puis évidemment, comme nous sommes tous des professionnels de l'information, je suggère d'inclure une référence de la carte et une date pour être un cordonnier bien chaussé. Des experts, dont Xavier Delangagne, qui est spécialiste de la cartographie mentale, fait quelques suggestions pour aider les gens à bien rentrer dans cette méthodologie-là. C'est-à-dire que pour le concepteur, il suggère de limiter le nombre de branches à 5 à 9. Je parle des branches principales à partir du sujet central. Et de cette façon-là, ça prévient la surcharge cognitive. Et puis, quand on expose des personnes pour la première fois à une carte, il suggère fortement d'en expliquer le principe. Et puis, sinon, les gens vont s'interroger beaucoup plus sur la forme qui leur est présentée que sur le contenu. Et puis, si jamais il y a un problème de lecture séquentielle, à ce moment-là, y aller avec des numéros pour les branches pour favoriser leur lecture, notamment si on ne peut pas accompagner l'outil, par exemple. En matière de cartographie conceptuelle, un peu comme on l'a vu avec la carte d'André Laflamme tout à l'heure, on va avoir un concept qui est presque plus une question de départ. Et les concepts qui vont lui être reliés correspondent à des éléments de réponse qui sont placés dans des encadrés ou dans des bulles, ce qui va créer un certain ordonnancement hiérarchique. Et les liens, il va y avoir des flèches au lieu de branches pour relier les concepts. Et ce sont des mots de liaison qui vont être apposés sur ces flèches. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on entend par mot de liaison? Voici un exemple de mot de liaison. Donc, en fonction de la nature du lien qui va relier un concept à l'autre, on peut avoir une forme active, passive, avec toutes sortes de verbes. Souvent, les mots de liaison vont être composés d'un verbe avec une préposition. Je vous ai inclus l'hyperlien sous lequel vous trouverez l'ensemble de ces mots de liaison qui sont proposés en 3 pages et qui font partie des ressources proposées par André Laflamme à l'Université de Montréal. Il a tiré ça d'un document qui s'appelle l'analyse des relations. Je vous dirais que c'est très utile parce que quand on commence à réaliser une carte conceptuelle spécifiquement, l'obstacle auquel on se heurte le plus souvent, c'est de trouver ces fameux mots de liaison pour caractériser les liens qui existent entre les différents concepts. Les avantages des deux formes de cartographie, eh bien, c'est vraiment de pouvoir visualiser un sujet en une seule page, de clarifier sa pensée,
de bénéficier d'une belle flexibilité par rapport à la présentation linéaire. Imaginez si vous êtes en train d'explorer un sujet et vous vous apercevez d'un seul coup qu'un des volets irait bien mieux avant un autre. C'est beaucoup plus facile de s'en rendre compte dans une carte que dans un document linéaire de plusieurs pages, voire de plusieurs dizaines de pages. On peut établir des liens entre les éléments, on les comprend mieux et puis on va pouvoir mieux les mémoriser également. Et ça va favoriser l'apprentissage en profondeur parce que l'apprentissage en profondeur, lui, il fait appel à la création de liens que l'on fait entre des connaissances antérieures et des nouvelles connaissances. Et de plus, les sciences cognitives indiquent que les formes visuelles améliorent l'apprentissage. Donc, on a vraiment une combinaison gagnante entre une forme visuelle et du texte qui est inclus. Et on comprend que pour le lecteur, qui est souvent en situation de surabondance d'informations, voire d'anxiété informationnelle, ben c'est un bel antidote. De plus, la méthode fait coexister la synthèse et la précision dans le même outil. Puis comme je disais tout à l'heure, par exemple, dans le cadre de la préparation d'une conférence, mais ça permet d'équilibrer les différents volets. Puis si vous réalisez une carte pour gérer un projet, le fait d'énoncer les risques va probablement vous amener à les prévenir, à mieux les prévenir. Nous sommes des professionnels de l'information et moi, je vois beaucoup de points communs entre la cartographie cognitive et conceptuelle et ce qui fait notre quotidien. C'est-à-dire que la cartographie utilise des mots-clés. Or, qui mieux que nous sommes préparés à utiliser des mots-clés, que ce soit dans un contexte d'indexation ou de recherche. Donc, c'est quelque chose qui ne nous pose pas problème, on est bien familier. De la même façon que l'architecture de l'information, parce que la carte, elle vise à structurer de l'information. Donc là aussi, on pratique ça au quotidien. Et c'est une forme de présentation qui est synthétique, mais qui aussi est vulgarisée. Et c'est quelque chose qu'on est appelé de plus en plus à faire comme professionnel de l'information, autant pour nos clientèles que pour nos équipes. Donc moi, je vois une belle convergence au niveau de ces méthodes-là. Je vous ai mis quelques témoignages d'utilisateurs de la cartographie cognitive ou conceptuelle. J'aurais pu en mettre beaucoup, mais j'en ai mis 3. Donc, Christophe Deschamps, que vous connaissez peut-être, un spécialiste en veille, dans un article qu'il a écrit en 2015, qualifie la cartographie de couteau suisse pour le travailleur du savoir. J'ai trouvé la métaphore intéressante parce qu'il considère que l'outil est tellement polyvalent qu'il peut nous aider dans de nombreuses tâches au quotidien. Donc, je vous ai mis l'hyperlien vers l'article qui est intéressant à lire. Sylvie Jutras, dont je parlais tout à l'heure, dans son ouvrage Mon compagnon de rédaction scientifique, invite les personnes qui s'apprêtent à écrire un article, une thèse, un rapport, plutôt que de rédiger un brouillon textuel, de réaliser une carte conceptuelle ou heuristique pour se faire une bonne idée avant de commencer à rédiger et laisser ces idées évoluer et s'interrelier entre elles. Et enfin, Davis, dans un article paru dans Higher Education, distingue 3 formes de cartographie: la cartographie cognitive, la cartographie conceptuelle et une 3e forme que je n'aborde pas aujourd'hui parce qu'elle est extrêmement spécifique et pointue, qui est la cartographie argumentative. Donc, on comprend que la cartographie est très, très, très utilisée dans le monde de l'éducation, notamment. Venons-en aux logiciels. Alors, les logiciels, il y en a énormément. Moi, je n'ai pas la prétention de vous avoir dressé une liste exhaustive, peu s'en faut, mais je les ai catégorisés en 3 sous-ensembles. Les gratuits, comme vous voyez, ils sont peu nombreux, très peu nombreux. Aujourd'hui, je vais aborder un peu CIMAP Tool.
qui a été fait notamment par Joseph Novak, dont je parlais tout à l'heure. Il y a des logiciels qui s'annoncent souvent comme gratuits, mais qui dans les faits s'avèrent payants. Je m'explique. Si je prends l'exemple de Lucidchart, dont je vais vous montrer une petite démonstration tout à l'heure, l'outil s'annonce gratuit et vous permet de réaliser quelques petites cartes avec quelques-unes des formes proposées, mais dès que vous dépassez le nombre ou que vous souhaitez utiliser une forme qui vous semble particulièrement intéressante, on va vous indiquer que c'est sous abonnement en mode dit premium. Donc, vous avez une période d'essai souvent ou un nombre très limité de cartes, ça dépend de ce que vous allez vouloir faire. Et il y a un certain nombre de logiciels payants. Là aussi, j'en aborde quelques-uns. Aujourd'hui, celui que je vais vous montrer, c'est Mind Manager que moi j'utilise depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est toute personne qui utilise un logiciel dans son quotidien va développer une certaine affection qui vient aussi avec une habitude d'utilisation. Donc, moi, mon objet n'est pas de biaiser votre choix, mais plus de vous montrer une diversité et peut-être de vous proposer des critères pour faire votre choix par la suite. Donc, je vais vous proposer 3 petites démonstrations d'une durée d'à peu près 1 minute 30 chacune, l'une sur Mind Manager, l'autre sur CMapTool et la dernière sur Lucidchart. Donc, les 3 étant disponibles sur YouTube. Voilà, donc je vais passer la partie purement publicitaire. Donc là, l'exemple qui vous a été montré, c'est pour l'organisation d'une activité, mais ça peut être pour toutes sortes d'applications. Maintenant, une petite démo dans CMapTool. Et comme le démonstrateur va assez lentement dans sa démonstration, je vais me permettre d'accélérer la vitesse. Donc voilà, la personne indique que pour commencer la carte, on va double-cliquer à l'intérieur de l'écran et rentrer le premier concept là où se trouvent les points d'interrogation. Par la suite, lorsque le concept est entré, on va disposer de flèches que l'on va étirer pour amener vers un nouveau concept. Et le fait de créer cette nouvelle boîte nous fait disposer de points d'interrogation dans lesquels on va déposer les mots de liaison dont je vous parlais tout à l'heure. Et ce mot de liaison lui-même dispose de flèches que l'on peut étirer pour inclure d'autres concepts. Alors, la personne va faire comme ça, voyager sa souris pour aller créer des nouveaux concepts et des nouveaux liens. Elle peut défaire les éléments ou les enrichir. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement différent et on peut sauvegarder l'outil. Et la dernière démonstration, c'est avec Lucidchart.
Voilà. Donc, 3 petites démonstrations qui sont déjà montées sur YouTube. Maintenant, je vais me lancer sans filet parce que ça va être à mon tour de faire une petite démonstration. Donc, si je me place dans Mind Manager, ici, c'est mon écran d'accueil qui me propose différentes formes de cartes. Donc, moi, je vais choisir ici ce qu'on appelle une map radiale, qui est en fait une carte dont les branches fonctionnent en sens horaire. Et ici, de suite, j'ai un sujet central. Je peux aller choisir ce qu'ils appellent un thème de map. Donc, ici, je vais aller choisir, par exemple, le même thème que j'ai utilisé pour mon PowerPoint. Et pour illustrer un exemple, j'ai choisi de parler du webinaire que Marie-Marthe Gagnon a donné le 5 octobre sur Zotero. Je ne sais pas si tu es ici aujourd'hui, Marie-Marthe, mais en tout cas, j'ai bien apprécié ton webinaire. Donc, je voulais retenir de l'information issue de ce webinaire. Donc, le fait d'entrer le sujet central me donne accès à un certain nombre de branches que je peux créer. Donc, ici, je vais vouloir indiquer comment créer un compte, par exemple. Puis, je vais vouloir créer un groupe. Donc, je ne ferai pas toutes les branches, mais quand je suis dans ma branche ici principale, je vais pouvoir à nouveau insérer un sujet secondaire et dire que, par exemple, c'est un logiciel gratuit, qu'il est en mode à la fois web et local, etc. Donc, je vous épargne la réalisation de la carte au complet. Je suis désolée, j'ai perdu le fil. Voilà. Voilà ce que ça va donner de façon globale. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller nourrir chacune des branches et vous voyez, on peut même créer certains liens entre des concepts. Moi, je voulais mettre en exergue que c'était à la fois en mode web et en mode local qui sont synchronisables. Et puis ici, vous avez le petit Z dans création de compte. Vous ne pourrez pas activer l'hyperlien parce que la carte sera en mode image dans la présentation en format PDF. Mais dans ma carte réalisée avec Mind Manager, l'hyperlien vers la page d'accueil de Zotero va être permis, va être activable dans la carte même. Donc, ici, voyez-vous, par exemple, j'ai une façon de présenter l'information séquentielle lorsque c'est nécessaire, à savoir que si j'ai bien retenu ce que Marie-Marthe nous a expliqué, pour créer un compte, j'ai besoin de faire les opérations dans cet ordre-là. Alors, si je m'en vais maintenant dans Simatool pour faire la même chose, alors, je vais créer le concept Zotero. Voyez-vous, ça me crée une flèche vers un autre concept. Donc, je vais indiquer par un mot de liaison, en l'occurrence est un outil, que c'est un outil gratuit et ici que c'est un outil de gestion bibliographique et puis que c'est en mode web et local. Je vais pouvoir bouger un peu ma boîte. Et je vais pouvoir replacer un peu les éléments, grossir mon sujet de départ, par exemple, le mettre en gras. Et comme le Z de Zotero est rouge, je vais pouvoir choisir de mettre le Z également aussi en mode en couleur. Et ce que ça va me donner au final, c'est ce type de carte-là. Je ne l'ai pas réalisé au complet en direct parce que vous comprendrez que ça aurait pris beaucoup de temps. Personnellement, la cartographie conceptuelle m'est un petit peu moins familière que la cartographie cognitive. Donc ici, j'ai choisi de retenir tous ces concepts-là et voyez-vous, les mots de liaison sont quand même assez variés. Donc là aussi, j'ai voulu parler de la séquence des opérations pour créer un compte. Et puis, là aussi, j'ai un hyperlien qui apparaît sous forme d'une espèce de note associée à la boîte créer un compte. Donc, voyez-vous, on a deux formes pour le même sujet, la carte cognitive
avec Mind Manager et la carte conceptuelle avec CMap Tool. Donc, maintenant, je parlerai brièvement des éléments que je pense qu'il faut prendre en compte quand on réalise une carte, à savoir que est-ce qu'on va vouloir faire une cartographie cognitive ou conceptuelle? Et ça va conditionner le logiciel que vous allez être amené à choisir. Est-ce que vous voulez une application qui fonctionne sur le web, qui est installée sur votre bureau ou qui est mobile? Quel système d'exploitation utilisez-vous et quel système l'application vous permet d'utiliser? Qu'est-ce que vous voulez comme mode de collaboration et de partage des cartes pour vous et votre équipe? De quel budget disposez-vous? Est-ce que vous voulez que l'application vous permette de générer toutes sortes de modes visuels? Vous avez probablement vu que dans la démo YouTube de Mind Manager, on nous proposait la gestion d'une activité ou d'un projet. Dans la démo de Lucidchart, on nous proposait d'emblée ce qu'on appelle un logigramme. Donc, Lucidchart permet par exemple de faire des cartes cognitives, mais aussi des logigrammes, des organigrammes. Mind Manager, c'est pareil. Est-ce qu'on veut créer des cartes publiques ou privées? Est-ce qu'on veut que nos cartes puissent interagir avec la suite bureautique? Est-ce qu'on veut pouvoir y attacher des fichiers, des hyperliens, des notes? Qu'est-ce qu'on va vouloir comme format d'exportation? Des images, des formats HTML? Puis quel mode d'entreposage on va vouloir choisir? Le nuage, sur notre disque, sur un répertoire partagé? J'ai mis le concept de pérennité entre crochets carrés parce qu'on sait bien que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans une boule de cristal, mais dans la mesure du possible, on essaiera de le prendre en compte. J'ajouterais aussi que dans le réseau de la santé et des services sociaux, on se doit de tenir compte de la compatibilité de l'application qu'on s'apprête à choisir avec les critères et les contraintes de sécurité du réseau. Maintenant, comment guider votre choix? Ce que je vous suggère, c'est de prendre en compte les critères que je viens d'énoncer et d'autres aussi que vous trouverez importants, de prendre le temps de consulter le site web de chacun des logiciels que vous envisagez, de consulter si elle est disponible une galerie de cartes lorsque le fournisseur en propose une, sinon j'en ai une à vous proposer un peu plus loin, de visionner la démonstration lorsqu'elle est proposée, de consulter des revues comparatives et peut-être plus qu'une parce que chaque personne qui effectue une revue va avoir ses propres biais. Et si c'est possible, de tester la version gratuite des quelques outils qui restent dans la course après votre présélection. Faites attention cependant, certains outils qui proposent une période d'essai demandent quand même une carte de crédit, donc gardez bien en mémoire la date à laquelle vous devez annuler votre abonnement si vous décidez de ne pas le prendre finalement. Moi, je vous propose quelques ressources pour en savoir plus. Je ne les passerai pas toutes en revue à l'instant, mais j'aimerais attirer votre attention vers 2 à 3 de ces ressources. La première, c'est une plateforme de partage de cartes qui s'appelle Bigger Plate et ça prend toujours quelques secondes pour rentrer dedans. J'espère que je vais pouvoir y rentrer. En fait, le gros avantage de cette plateforme, c'est que ça vous permet de voir des milliers de cartes, hormis la belle faute d'orthographe qu'il y a dans leur page d'accueil, mais vous passez outre. Et là, on va s'en aller voir dans les cartes qui illustrent le domaine des affaires, par exemple. Le gros avantage, c'est que quand vous êtes en situation de choisir un logiciel, vous pouvez aller activer un filtre qui va vous dire, avec quel logiciel voulez-vous que la carte soit générée. Donc ici, je les désélectionne tous et je vais choisir un logiciel que je n'ai pas couvert aujourd'hui, qui est MindMaster, que j'ai déjà utilisé, qui est intéressant également, et je vais appliquer le filtre. Alors, on va me donner accès à 361 cartes dans le domaine des affaires qui ont été générées avec MindMeister. Et si je clique sur l'une d'entre elles, je vais voir de quoi peut avoir l'air graphiquement le résumé d'un livre comme Getting Things Done, donc qui a été quand même passablement vu et passablement téléchargé également.
Une autre ressource vers laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est celle d'André Laflamme de l'Université de Montréal. André Laflamme, à qui j'ai parlé cet été et qui est vraiment un passionné de cartographie conceptuelle et de CIMAC-Tool en particulier. Je lui ai dit d'ailleurs que je ferais sa promotion aujourd'hui. A réalisé cette métacarte, si je peux l'appeler comme ça, qui nous guide dans la découverte de l'univers de la cartographie conceptuelle. Donc, chacun des éléments qu'il nous propose va nous donner accès à des documents. Donc, quand on est en train, par exemple, de mettre en forme de façon simple une carte, ben, il va nous donner accès à un document en PDF pour nous aider à le faire. Donc, c'est vraiment un lien à explorer, que vous décidiez d'utiliser CIMAP-Tool ou pas, parce que c'est vraiment intéressant. Et voyez-vous, il a mis sa métacarte à jour cet été, donc c'est vraiment quelque chose de récent et d'actuel. Et puis, si ça vous tente de creuser un peu plus sur la convergence entre les milieux documentaires et la cartographie, j'avais écrit un petit article dans Documentation et Bibliothèque en 2010 qui est maintenant disponible en accès libre sur la plateforme Érudit. Je vous ai mis également l'article de Christophe Deschamps. Un petit résumé pour terminer. Donc, si on reprend le concept de cartographie cognitive, ça nous propose des associations, une navigation en sens horaire la plupart du temps et une vue d'ensemble du sujet ou du domaine. Si on parle de cartographie conceptuelle, ça va nous proposer des liens plus formels avec des mots de liaison et une vue plus hiérarchique que d'ensemble. Il y a de nombreuses applications qui sont possibles, autant dans la vie professionnelle que dans la vie privée. De très nombreux avantages à utiliser cette méthode-là, autant sur le plan cérébral que sur celui de l'organisation de l'information. Il y a une multitude de logiciels qui existent, certains peu gratuits, mais d'autres payants, puis c'est un paysage qui est quand même changeant. Avant de faire un choix, prendre le temps de considérer des critères et prendre un peu de temps pour faire un choix éclairé. Et puisque selon le compte d'apprentissage de Dale, on retient environ 50% de ce que l'on voit et entend simultanément comme aujourd'hui, mais jusqu'à 90% de ce que l'on expérimente, je vous inviterai à expérimenter si le cœur vous en dit. Voilà, je vous remercie infiniment et je me permets de mettre un lien vers mes coordonnées personnelles si jamais vous avez passé cette conférence-là des questions, étant donné que je l'ai développée dans le cadre de mon activité personnelle et non pas professionnelle à l'Institut, parce qu'on ne va pas dégager de temps pour ça. Je vous inviterai à me poser des questions avec ces coordonnées-là. Voilà, j'ai terminé la partie exposée, donc je serai prête pour la période de questions s'il y en a. Alors, dans le chat, Catherine, il n'y a pas eu de questions jusqu'ici. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole directement. Je vous invite à activer votre micro et puis à vous adresser à Catherine directement. Ah, je vois une question. Quels sont les formats de ces cartes? Est-ce que par format, on entend le format de la page qui sort? Alors, je peux répondre. C'est mentionné JPEG, etc. D'accord. Alors, en général, un logiciel permet de faire plusieurs exportations graphiques d'un outil. On va avoir le choix entre un format JPEG, effectivement, un format PNG. On va avoir la possibilité d'exporter en HTML. C'est différent d'un logiciel à l'autre, mais il y a quand même des modes qui reviennent. Puis souvent, comme aujourd'hui, quand j'ai inclus des exemples dans le PowerPoint, il faut aller chercher le format qui va nous permettre la meilleure définition de la police de caractère possible, bien évidemment. Est-ce que ça répond à la question?
Et puis, j'ajouterais en termes de format que quand on imprime une carte cognitive, plus elle a un niveau de détail plus élevé, plus ça va être intéressant d'utiliser le format 11 par 17 au niveau du papier. Ok, donc je continue à lire. Je ne vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole? N'hésitez pas. Moi, j'aurais une question pour toi, Catherine. Je me demandais, Oui. j'ai l'impression que ça prend un recalibrage du cerveau pour arriver à être à l'aise vraiment à produire des cartes. Je me demandais, est-ce que tu te souviens de combien de temps ça t'a pris à être à l'aise avec ce réflexe? Tu as l'air d'avoir ça comme un réflexe maintenant, de faire des cartes. C'est quoi la courbe d'apprentissage selon toi? C'est une question intéressante parce que maintenant, je me pose vraiment plus la question, mais au départ, en fait, ce que j'ai commencé, c'est à réaliser des cartes à la main parce que à l'époque, c'était pas tout à fait enseigné comme maintenant. Il n'y avait pas autant de logiciels. Puis, c'est une activité artistique très intéressante. Donc, je ne sais pas si j'ai souvent près de moi quelques exemples. Là, j'en ai pas à vous montrer, mais ça peut être très intéressant de le faire. Puis, ça nous familiarise avec le processus. Dans ce temps-là, vous prenez une page en format paysage, vous utilisez des feutres de couleur et vous commencez avec un sujet qui, pour vous, est familier, facile et qui vous tente. C'est pour ça que je parlais, par exemple, de planifier un voyage, même si en ce moment, ce n'est pas vraiment permis, mais mettons des vacances. Et là, vous vous familiarisez avec un sujet qui ne vous prend pas la tête, mais plutôt qui vous motive. Et après ça, ben, quand on fait le processus de choisir un logiciel, on va se lancer avec une première carte. Mais pour répondre précisément à ta question, je dirais que j'ai attrapé la piqûre assez rapidement et que maintenant, mon cerveau, il fonctionne en carte. C'est bizarre à dire, mais c'est le cas. Et il y a un chercheur avec qui je travaille que ça fait rire parce qu'il dit, bon, tu vas nous faire une carte. Et oui, c'est souvent ça. Et il y a d'autres gens qui ont un cerveau en forme de tableau Excel et c'est correct aussi, chacun a sa façon de voir les choses. Merci. Est-ce que j'offrirai Caroline Dion? Est-ce que vous vouliez prendre la parole? Bonjour Catherine, Bonjour Caroline. comment vas-tu? Ça Mais va. ça va bien, merci. Et Moi, je toi? voulais simplement signaler que c'est un bonheur, c'est un bijou de t'écouter, de t'entendre. Et je voulais te rappeler qu'au tout début, lorsque j'ai suivi une de tes premières formations sur la cartographie, tu nous avais dit que tu faisais ta liste d'épicerie avec la carte cognitive. C'est vrai, tu as raison. C'est ça. Alors, bravo encore une fois, puis merci pour rafraîchir la mémoire. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis, j'ai vu plein de noms connus. Alors, je vous salue tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir, même si on ne peut pas se voir en présence, mais de voir vos noms au moins sur les petites vignettes Zoom. Merci beaucoup. Bon, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut mettre un terme à cette rencontre. Merci beaucoup, Catherine. Ça me fait grand plaisir, vraiment. J'espère vous avoir communiqué un petit peu de ma passion ou de mon toc, ou vous choisirez de quoi il s'agit vraiment. Merci infiniment, Bénédicte, et merci à la Fédération. Merci à toi. Puis, j'aimerais signaler que notre prochaine rencontre au mois de novembre, ce sera sur la gestion des données de recherche. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, ça devrait être très intéressant. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.